Et pour terminer, j'inviterai Christina Bouchard, candidate au doctorat donc à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, qui va intervenir sur une relance verte potentielle des navires autonomes en Arctique dans l'après-COVID. On est vraiment au cœur d'une des grandes préoccupations du 21e siècle, les questions environnementales et nécessairement donc la question de la COVID, c'est peut-être, comme le disent plusieurs, l'appellent plusieurs, donc le moment de faire un virage vert dans les sociétés. Alors, Christina Bouchard, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-François, et merci aussi à Mathieu qui m'a donné un tel sujet intéressant. Je commence ici, voilà. Et voilà. Vous m'entendez bien tout le monde? Oui. Eh bien, aujourd'hui, je fais ma présentation, comme Jean-François a dit, sur les questions des navires autonomes et les considérations relatives aux applications en Arctique canadienne dans le cadre de relance verte suivant le COVID-19. J'ai une formation de planificateur des transports, alors donc j'apporte un peu cette perspective. Pour commencer, un petit peu du contexte réglementaire. Le déploiement des technologies autonomes nécessite la coordination matérielle des logiciels et de l'environnement réglementaire en plusieurs frontières. Pour les États côtiers, lorsqu'un navire se trouve à proximité de rivage, disons à peu près 300 km, il y a des législations en place évidemment pour les ports que les navires utiliseront et bien sûr toutes les parties impliquées dans les bateaux eux-mêmes. Tout à l'heure, l'environnement réglementaire évolue constamment avec le progrès des technologies émergentes. Dans les régions de l'haute mer, c'est l'Organisation maritime internationale ou l'OMI, l'institution des Nations unies chargée de la sécurité et de la sûreté de la navigation, qui nous offre un réglementaire maritime. Les projets des navires autonomes pour lesquels les technologies sont déployées sont en ce moment à divers stades de développement. L'OMI nous offre un cadre réglementaire pour 4 différents degrés d'automisation. Le premier degré sont là où les gens de mer sont encore à bord pour faire fonctionner et contrôler les systèmes du navire. Mais certaines opérations peuvent être automatisées et parfois non supervisées. Disons par exemple, on a un pilote automatique qui met à fonction durant la nuit ou par bon temps. Mais il reste encore à bord des marins, prêts à prendre le contrôle. Le deuxième degré, le navire est contrôlé d'un autre endroit, disons le centre du contrôle sur le rivage par exemple. Mais les marins sont encore disponibles à bord pour prendre le contrôle si nécessaire. Troisième degré, le navire est contrôlé entièrement d'un autre endroit. Il n'y a aucun marin à bord du navire. Et puis finalement, le quatrième degré, le navire est capable de prendre des décisions pour déterminer ses actions par lui-même. Et c'est très utile ce cadre ici parce qu'il y a plusieurs lois pour chaque dimension, pour les États, mais pour l'OMI aussi, qu'il faut interpréter pour mieux comprendre comment les échanges vont dérouler. En considérant le potentiel des technologies autonomes dans un cadre du relance verte, il faut souligner que les raisons pour le développement des technologies autonomes incluent des causes environnementales, mais aussi la sécurité et puis encore la profit privé. Nous devons reconnaître que les initiatives des différents pays reflètent plusieurs valeurs et plusieurs priorités différentes. On peut voir ici sur la carte, il y a plusieurs projets qui déroulent autour du monde, notamment en Europe. On voit la Norvège, Danemark, Finlande, Pays-Bas, puis le Royaume-Uni. Et on voit plusieurs catégories, plusieurs projets de navires de cargo, ferry, remorqueurs ou industriels.
C'était intéressant de remarquer qu'il y a moins de littérature académique, mais il y a beaucoup de projets qui se déroulent dans les États-Unis. Et ces projets-là sont du caractère industriel, mais il y a aussi beaucoup d'activités dans le secteur militaire. Alors, où est-ce qu'on nous trouve maintenant? Il existe divers exemples de technologies autonomes utilisées pour le premier et deuxième degré de l'automatisation. L'évolution des outils de détection et communication qu'on voit à ces niveaux-là sont utilisés pour améliorer la sécurité des navires. Et on voit ça présentement. Il existe en fait une longue histoire d'avancées technologiques qui améliorent la sécurité des navires en ce sens-là. On voit un nombre limité de bateaux qui sont maintenant aujourd'hui contrôlés à distance par une équipe au sol du rivage. Par exemple, en Finlande, il y a Finferry avec quelques ferries qui ont ces capacités. Il faut dire que ces essais sont effectués plus ou moins en beau temps pour des courts trajets dans les zones qui sont en fait contrôlées. Alors, je vous présente ici des images de deux grands projets, le Yara Birkeland norvégien et le Mayflower 400. Pour le Yara Birkeland, l'objectif est le déplacement des marchandises en utilisant l'énergie électrique. L'objectif de la circulation des marchandises appelle à nombreuses autres considérations relatives au chargement des marchandises à partir des ports. Et malheureusement, à raison de la pandémie de la COVID-19, Yara n'a pas procédé avec son lancement autonome en 2020. Mais il reste encore beaucoup de progrès avec l'électrification et les batteries électriques. Le Mayflower 400, convertissement, est une co-entreprise entre les États-Unis, puis aussi le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Nous pouvons immédiatement voir les différentes intentions de ce navire comparé à le projet Yara. Ce navire collecte également de l'énergie solaire, mais pour alimenter un navire de plus petite dimension. L'objectif n'est pas le transport des marchandises, mais faire un voyage transatlantique entièrement autonome pour collecter des données. Le voyage inaugural prévu pour cette année semble se poursuivre malgré la pandémie. Je dirais aussi que c'est important de souligner que le département hydrographique du gouvernement britannique dispose de données détaillées sur les fonds marins et les courants tout autour des régions du Royaume-Uni. Il fournit ces données détaillées en travaillant en partenaire direct avec IBM, responsable du traitement des données, des communications et de l'intelligence artificielle nécessaire pour interpréter les données du navire. En addition de disposer des données pour alimenter les algorithmes du navire, le Royaume-Uni a également fourni un environnement réglementaire souple. Cela nous amène à un point important concernant le déroulement des technologies en cours de développement aujourd'hui. Il est fort probable qu'au fur et à mesure que les technologies émergent, on verra des bateaux voyageant dans le premier, deuxième et troisième degré d'automatisation pour certaines parties de leur voyage. Nous devons considérer que cette probabilité est particulièrement forte pour des très gros cargos. Pour les raisons de sécurité et compte tenu des exigences du droit maritime, il est peu probable que les très grands navires transportant des centaines de passagers se trouveront sans équipage dans l'avenir proche. L'illustration ici, on voit les technologies de communication essentielles pour déployer et contrôler les navires autonomes. Alors, la distinction que j'aimerais faire, c'est lorsque les projets opèrent dans les zones côtières, présentement, ils utilisent généralement les technologies terrestres comme Wi-Fi, 4G, 5G, radio haute fréquence, etc. Quand les voyages sont en pleine mer ou, disons, les zones arctiques, par exemple,
C'est plutôt les satellites géostationnaires qui sont la technologie de pointe. À ce jour, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour former des pelotons de navires reste une idée conceptuelle. Le concept des pelotons est déjà bien établi dans le secteur des transports routiers et on en comprend pourquoi, d'un point de vue commercial, l'attrait évident est la réduction des coûts des marins humains. La réalisation d'une telle perspective nécessitera plus que les navires eux-mêmes. Les ports dans lesquels ils arrivent devront être aménageables pour recevoir des grands pelotons de navires. Alors, pourquoi s'intéresser aux bateaux autonomes dans l'Arctique spécifiquement? Eh bien, certains modèles prévoient que le changement climatique entraînera un été presque sans glace dans l'océan Arctique avant le milieu du siècle. Et puis, la navigation transarctique, par opposition à la route du canal de Panama, a le potentiel de raccourcir par presque 3000 km nautiques les trajets entre les marchés d'Asie et d'Occident. En ce scénario, le chaîne d'approvisionnement serait raccourci par semaine entière. Alors, la présentation se terminera avec trois grandes considérations que j'aimerais souligner pour le déploiement des technologies émergentes des navires autonomes dans le contexte de l'Arctique canadien spécifiquement. La première considération, c'est les cartes hydrographiques. Les données marines sont les cartes routières des voies navigables. Jusqu'à aujourd'hui, on estime que selon environ 14% des eaux arctiques canadiennes ont été sondées selon des normes modernes ou ADK. Les corridors de navigation à faible impact sont les routes préférées par le gouvernement canadien. Mais même là, environ seulement 31% de ces routes ont été sondées selon des normes ADK. On voit ici, cette carte représente les routes maritimes générales de l'Arctique. Ce sont les lignes bleues, juste là. Et puis, le très grand, tache bleue, est la zone dans laquelle les données hydrographiques sont inadiquables. Les plus petites taches en vert, plutôt côtier, sont des sondages qui sont ADK. Et puis, les taches encore plus petites en rouge sont des sondages modernes grâce à la technologie du sonore multifaciaux. Nous reconnaissons qu'en 2017, le gouvernement de Trudeau a pris des engagements pour faire progresser les efforts du Canada en matière d'élevée hydrographique. Cependant, il y a encore plus à faire. Des appontages hydrographiques continuent à être nécessaires car les mouvements d'eau peuvent modifier le fond de l'océan, particulièrement dans les passages arctiques qui sont peu profonds. Alors, deuxième considération, le dégel des anciennes glaces polaires présentera pour le long terme probablement une opportunité pour le commerce, mais à la court terme, le dégel posera des risques probablement pour des navires. Un phénomène qu'on appelle le vélage produit une glace très dense et tranchante qui peut endommager les navires. Les petits veaux sont particulièrement difficiles à détecter. Les risques sont encourus alors lorsqu'on fie exclusivement aux captures automatiques par les radars et les instruments autonomes. Une approche qui donne la priorité à la sécurité comprendrait l'utilisation des technologies avancées de détection des glaces, mais sur la surveillance d'un équipage humain. Et puis finalement, il faut dire que malgré des progrès et des investissements dans les infrastructures nordiques, l'Arctique continue à présenter des défis pour les efforts de télécommunications et aussi les satellites géo. Comparé à d'autres parties de la globe, l'Arctique est un des endroits moins développés. Présentement, les infrastructures au rivage pour supporter les télécommunications sont moins développées
comparé à d'autres routes pour les navires. Et aussi pour l'utilisateur de l'Arctique, il faut comprendre que les satellites géo sont à la fois plus éloignés et à un angle plus aigu que les utilisateurs plus proches à l'équateur. Ils sont alors sensibles au blocage terrestre. En conclusion, la navigation maritime est extrêmement importante pour les communautés nordiques. Ceci représente à peu près 95% du réapprovisionnement des communautés arctiques. Le développement des instruments embarqués pour surveiller et détecter les morceaux de glace de mer petites mais encore dangereux pourrait améliorer la sécurité de ces voyages. Dans le cadre de relance verte, les investissements dans les technologies émergentes, les captures logicielles, satellites, etc., et en particulièrement dans les enquêtes de la cartographie devraient être avancés pour répondre aux besoins de sécurité à court terme pour les marins canadiens. L'introduction des navires entièrement autonomes, par contre, au 3e ou 4e niveau, se heurte à de nombreux obstacles et je dirais qu'il doit être considéré comme une perspective ou objectif à plus long terme pour les régions arctiques. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Christina Bouchard. Très éclairant et on voit, ça donne un peu le vertige parce qu'on voit l'ampleur des défis qu'il y a et ça fait le pont, votre intervention, avec d'autres éléments qui ont été présentés dans les présentations précédentes. Je pense entre autres à tout le défi des télécommunications. Et vous avez raison, là, que représente la région et c'est un défi pour les entreprises et pour les investissements directs étrangers qu'on peut avoir. Donc, entre autres, la question de l'Internet que les entreprises ont véritablement besoin. Donc, ça interpelle nécessairement cet aspect. Et là, je pensais à la précédente intervention d'Alain Grenier sur la question du tourisme, de l'environnement. Je voyais sur votre profil, lorsque je le consultais hier, il me semble, professeur Grenier, que vous intéressez entre autres à la question du tourisme durable et du développement durable. Et donc, cette question environnementale et la question touristique, on le sait, là, que c'est un des grands défis souvent que le tourisme apporte son lot de problèmes environnementaux. Et donc, là-dessus, je vois très bien là, des liens qui peuvent être faits, des ponts entre vos interventions. Je ne sais pas, vous semblez vouloir tout de suite réagir, professeur Grenier. Je vous laisserai peut-être la parole à ce niveau-là. Je ne sais pas, votre micro est ouvert, donc... Ben, j'écoutais évidemment tout le monde avec beaucoup d'intérêt, mais Madame Bouchard, évidemment, on a des territoires et des navires en commun. Et quand je vous entends parler de technologie, pour l'anecdote, on est sur un navire et pour obtenir les cartes de glace dans le passage du Nord-Est, il faut que le navire court après le satellite. Donc, on s'éloigne de notre route pour essayer peut-être de faire une journée de détour pour obtenir la carte des glaces. Et au moment où on la reçoit, elle est déjà 3 semaines passées. Vous voyez? C'est les conditions dans lesquelles on voyage dans l'Arctique. L'Arctique canadien, on ne connaît pas les fonds, avec des navires qui s'échouent. Moi, la dernière fois que j'étais là, il y avait 3 navires, 2 touristiques, et le pétrolier et un autre navire touristique se sont échoués. Alors, on parle d'aventure, là. Oui, exact. Et c'est bien ça, il y a des programmes en place, il y a des gens comme ils font l'effort, mais il y a encore plus à faire si on veut s'élever à cet autre niveau.